Bonjour à tous. D'abord, avant d'oublier, je voudrais vraiment féliciter Nadia d'avoir eu l'initiative de cette école. J'apprends beaucoup de choses. À date, c'est vraiment très dynamique. Je pense qu'on est 54 en ce moment. Mon défi, c'est qu'on soit 54 à la fin de cette période de cours parce que je voulais prendre une analogie mécanique. J'allais dire, je vais soulever le capot et je vais vous montrer ce que fait l'analyse spectrale, mais avec ce que Nadia nous a introduit tout à l'heure dans sa gastronomie et la sauce béchamel. Je vais tout simplement essayer de rendre moins indigeste l'analyse spectrale du point de vue de ce que ça représente, de ce qu'on fait lorsqu'on fait ce genre de technique. Donc, je vais tout de suite m'excuser. Il y a plein d'équations, mais il n'y en a pas trop quand même. Je n'ai pas exagéré, j'aurais pu. Mais il faut quand même mettre le formalisme en place, parce qu'il y a quelque chose de très formel. Mon but, c'est de démystifier un petit peu justement ce que c'est que l'analyse spectrale, ce que ça fait, ce que ça ne fait pas, justement. Je vais revenir vraiment sur certains points que Nadia a évoqués juste maintenant, pour essayer de répondre pourquoi, dans ce dernier papier du groupe israélien, ils ont vu des choses en regardant, si j'ai bien compris, par heure et non pas par cycle et non pas par nuit. Il y a certainement une explication quand même, technique peut-être même, tout simplement technique. Donc, cette première partie, elle va être, j'espère, pas trop rébarbative. Je vais essayer de l'illustrer aussi avec des démonstrations avec MATLAB, faire des expériences. Je vais essayer de créer aussi des doutes chez vous. Puis, bien sûr, je ne vais pas vous laisser sur le doute. Je vais essayer de vous rassurer que tout ça fonctionne. Et dans le deuxième cours de la semaine prochaine, je terminerai en essayant de discuter, je ne pense pas sur l'aspect fonctionnel des modes de Fourier, évidemment, on en est très loin, mais d'essayer d'un peu plus décomposer cette analyse spectrale et de lui donner du sens plutôt que des formules, justement, qu'on sait appliquer plus ou moins. Très bien, donc on doit commencer par quelque chose qui, en fait, on doit commencer d'abord à parler du temps, tout simplement. Après tout, que ce soit Roger, que ce soit Antonio, que ce soit Nadia, vous avez parlé de dynamique, de choses qui changent au cours du temps. Ça, c'est vraiment important, surtout que on pourrait bien sûr parler d'autres aspects de l'EEG, de sommeil, on pourrait parler de ce qui change sur la surface du scalp de l'individu, mais là, on parle essentiellement de ce qui change au cours du temps, donc il faut savoir mesurer le temps. Et justement, la mesure du temps, ça donne un très bon exemple de l'ingrédient majeur de l'analyse spectrale, qui est le fait que le temps qui passe, puis c'est vraiment important de parler du temps qui passe, qui se déroule, ça se mesure avec une phase, un angle. Alors l'objet, c'est sûr que peut-être que c'est un objet qui disparaîtra dans quelques années, à l'ère du numérique, mais c'est bien dommage, parce qu'une montre nous explique exactement en fait ce que c'est qu'une phase. C'est cet angle que va faire une aiguille, cet angle qui va changer au cours du temps. Donc phi de t, phi c'est l'angle, ça se mesure en radians si on n'aime pas les degrés, mais c'est exactement, je vous rappelle que 2π, c'est l'angle qui fait tout le tour, donc pour nous, ça va être déjà une mesure intéressante. Donc dans le cas qui est illustré sur cette montre, dont je ne fais pas du tout une publicité quelconque, mais c'est une montre qui va être, vous allez voir, regorge de beaucoup d'informations. Donc dans le cas qui est illustré ici, dans cette montre digitale, pardon, la phase va faire un tour complet, 2π, en 3600 secondes, en une heure. C'est sa vertu, en fait. On peut associer une fréquence à cet objet, à cette aiguille, qui compte, on va compter combien de tours sont faits par seconde, tout simplement. Et donc la fréquence, c'est 1 sur 3600, autrement dit, c'est 0,0002 Hz. Marquez bien que déjà, avec les Hertz, Hertz, bien sûr, c'est la mesure, c'est l'unité de cette quantité. Puis si vous regardez, si vous vous souvenez de ce que Nadia nous a donné déjà comme exemple de fréquence, vous remarquerez que ça calibre déjà un tout petit peu les fréquences qui sont regardées en EEG. On était à des fréquences un petit peu plus élevées, que ce soit les ondes lentes ou plus tard les fuseaux, ensuite les ripples. Donc ça, et ça calibre. Autrement dit, ici, vous avez une fréquence qui est associée à quelque chose qui varie et qui revient périodiquement toutes les heures. Maintenant, mathématiquement, la phase phi de t, je peux l'écrire sous la forme de pi ft plus phi 0. Il y a plein de quantités là-dedans.
Le F, c'est la fréquence avec laquelle cette phase change. C'est la valeur 1 sur 3600. T, c'est le temps qui roule, qui avance linéairement, évidemment, qui évolue. Et phi 0, c'est la phase à l'instant t égale 0. Si je prends t égale 0, effectivement, la phase est égale à phi 0. Ce n'est pas un paramètre qui devrait avoir beaucoup d'importance, parce qu'après tout, si je sais quelle est la phase à l'origine du temps, et bien sûr, on pourrait philosopher sur quelle est l'origine du temps. Donc, ce n'est pas vraiment un paramètre qui va être important, parce qu'après tout, ce qui va nous intéresser surtout, ce sont des délais. C'est le délai. Alors, bien sûr, je peux mettre le t égale 0 au début de l'enregistrement d'un EEG, mais en fait, c'est surtout des délais qui nous intéressent. La phase ne se résume pas exactement à la fonction que vous avez ici, qui est très simple, qui est une fonction linéaire. Remarquez que t, le temps jusqu'à présent, évolue linéairement en augmentant régulièrement. Donc cette phase aussi va augmenter régulièrement avec une pente qui est la pente donnée par la fréquence. Et la phase, c'est quelque chose de plus, parce qu'après tout, je l'associe à ce système, cette aiguille qui tourne, mais on sait qu'il y a une période. Autrement dit, la phase va changer, mais toutes les heures, l'aiguille revient à la même position. C'est ce qui donne à la phase sa complexité, je dirais. Parce qu'après tout, vu comme une fonction, c'est quelque chose qui évolue linéairement et qui augmente et qui augmente et qui continuera d'augmenter, mais en fait, elle encode la périodicité d'un mécanisme. Alors déjà, le mot est intéressant, c'est un mécanisme qui est derrière, qui est périodique. Donc la phase toute seule ne vous donne pas exactement cette période, mais elle l'encode. Donc on va essayer de distinguer un peu les deux choses. Avant d'aller plus loin sur cette histoire d'analyse spectrale, vous remarquerez que, toujours en parlant du temps, pour vraiment parler du temps qui passe, et vous allez voir que le temps va être long, de plus en plus long avec moi pendant l'heure qui suit, on a besoin de plusieurs phases, donc de plusieurs fréquences. Après tout, sur cette montre, vous avez plusieurs aiguilles, vous avez plusieurs mécanismes en fait. Vous avez l'aiguille la petite aiguille des heures, qui elle va faire un tour complet en 12 heures, donc en 43 200 secondes. Sa fréquence associée, c'est 0,00002 Hz. Vous avez l'aiguille des minutes, celle dont je vais parler tout à l'heure, la grande aiguille, qui est 0,002 Hz, j'en ai déjà parlé. Il y a un autre mécanisme qui n'est pas vraiment une aiguille, mais qui est cyclique, qui est le mécanisme qui donne les jours. Donc sa fréquence est encore plus basse, 3 × 10⁻⁷ Hz. Remarquez bien que j'ai un peu triché. J'ai un peu triché parce qu'ici, j'ai fait l'hypothèse qu'un mois était constitué de 31 jours, ce qui n'est pas vrai. Donc voilà un mécanisme qui, normalement, a une fréquence qui change au cours du temps. Ça, c'est une notion intéressante. Ce n'est pas stationnaire. Vous avez finalement la petite aiguille des secondes. Ça, ce n'est pas toujours présent dans les montres, d'ailleurs, qui, elle, sa fréquence associée, c'est 1 sur 60, évidemment. C'est 60 secondes pour faire un tour, donc 0,01 Hz. Vous voyez que derrière cet instrument très simple se cachent beaucoup de mécanismes. Et pour vous donner une seule information, vous avez l'association de 4 fréquences. Ça, c'est une idée intéressante. Ça veut dire que derrière une information, j'ai besoin d'avoir plusieurs spectres, plusieurs fréquences. Et en EEG, il n'y a aucune raison pour que un mécanisme particulier soit associé à une fréquence spécifique. Ça peut être aussi une association de fréquences. Vous avez un bon exemple ici que pour avoir l'heure, vous avez besoin de tous ces mécanismes. Entre parenthèses, il y a des fréquences qui ne sont peut-être pas nécessaires. Celles qui donnent les jours, vous n'êtes peut-être pas utiles. Et si vous voulez être encore plus raffiné, vous pouvez aller à Prague, par exemple, mais ce n'est pas le seul exemple. Vous pouvez aller chercher une horloge astronomique. Et là, non seulement c'est le cycle circadien de votre montre qui est donné, mais en même temps, en plus, vous avez aussi la Lune autour de la Terre autour du Soleil, et même le Soleil, sa révolution. Autrement dit, tous ces mécanismes de révolution, de rotation sont encodés par tous ces mécanismes ici pour vous donner une heure astronomique qui est, encore une fois, une information unique, mais qui regroupe un grand nombre de fréquences, un grand nombre de mécanismes périodiques. Chacune des périodes est une information, c'est l'ensemble de toutes ces informations qui vous donne une information essentielle qui est l'heure. Donc vous voyez que derrière ce mécanisme se cachent déjà beaucoup d'idées. Différentes fréquences, différents mécanismes, l'association de toutes ces fréquences qui vous donne une information, et
Je pense que finalement, quand on regarde un signal EEG, on regarde le temps qui passe, mais on regarde aussi quelle est l'information qui est encodée dans le signal, et si effectivement les fréquences qui lui sont associées, les fréquences, peuvent révéler certains mécanismes. C'est exactement ce que Nadia nous a dit tout à l'heure. À nous maintenant de donner les outils, de combien de comprendre quels sont les outils qui vont révéler ces différentes fréquences qui composent le signal EEG. Alors, il y a une citation que j'aime bien de ce papier, c'est un petit peu vieux, mais en fait, les choses n'ont pas changé, de Michel Le Van Kuyen, qui est est en neurologie, travaille en neurologie, c'est un physicien aussi, et puis Anatole Bragin, qui était à San Diego, si je me souviens bien, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, mais qui est un des grands champions de l'électrophysiologie. Et dans cette citation, je trouve que tous les mots sont bien réunis. Le mot information, d'extraire de l'information, c'est exactement comme la montre de tout à l'heure. Et c'est de trouver une représentation équivalente au signal dont on dispose. Autrement dit, ce n'est pas parce que je regarde un signal EEG au cours du temps que j'ai peut-être la révélation d'un mécanisme particulier. Donc, je veux rendre une information évidente, obvious. Évidemment, ça demande quand même un certain travail pour avoir cette révélation, cette épiphanie sur l'EEG, mais bon, c'est un petit peu le travail qu'on essaye de faire avec ces outils d'analyse. Ici, ils vous disent que souvent, mais ça c'est un biais méthodologique qu'ils ont, parce qu'il y a d'autres outils qui pourraient être intéressants, mais pour extraire cette information, c'est de passer du domaine temporel au domaine fréquentiel. Donc, pour eux, c'est vraiment ce passage qui va permettre de révéler certains mécanismes. Et puis finalement, ils vous parlent de la puissance spectrale. Ça va être un petit peu l'objet, ça va être à toute fin du cours, je vais vous parler de la puissance spectrale et je vais démystifier les unités pour rassurer visiblement certains étudiants. Et puis finalement, ils vous parlent de la fonction sinus. Ce qui est intéressant, c'est que cette fonction sinus, ils auraient pu parler de la fonction cosinus, on ne sait pas trop d'où elle vient en fait. Donc, la première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi on a besoin d'une fonction sinus-cosinus pour parler de cette périodicité. Alors, cosinus, c'est sinus. Pourquoi ça arrive comme ça dans le décor? Et bien sûr, je reprends cet instrument qui finalement est essentiel dans notre vie de tous les jours, qui est cette montre. Donc la phase, je vous l'ai dit, ne montre pas explicitement la périodicité. Elle l'encode, mais elle ne vous le montre pas explicitement. Pour rendre compte de la périodicité, il faut que je retourne à l'aiguille, tout simplement. Et une façon de comprendre le mouvement de l'aiguille, c'est de projeter l'aiguille sur un axe, par exemple l'axe vertical. Donc je projette la coordonnée de l'aiguille et ça me donne une longueur, la longueur projetée de l'aiguille sur cet axe. Ça, c'est une mesure, c'est une grandeur. C'est un autre signal et c'est ça qu'on appelle le cosinus de la phase. Si je devais regarder comment cette grandeur, qui est un signe, évolue au cours du temps, il suffirait de regarder comment cette projection de l'aiguille se manifeste sur l'axe que j'ai dessiné en jaune ici. Bien sûr, à midi, ça vous donnerait le maximum positif. On va dire que c'est égal à plus 1. On va admettre que l'aiguille est de longueur 1. Ensuite, quand l'aiguille tourne, ça va passer par 0. Ensuite, ça va aller du côté négatif, moins 1, ça va redevenir vers 0 et ça va continuer cycliquement. Et à toutes les heures, l'aiguille va revenir à la même position. Autrement dit, le signal projeté va revenir à cette position, par exemple, au maximum égal à plus 1. Si vous dessinez cette projection en cours du temps, eh bien, vous allez avoir cette onde qui est un cosinus, aussi simple que ça. Et la période de ce cosinus, 3600 secondes, eh bien, ça encode la fréquence avec laquelle cette aiguille a tourné, autrement dit F, et vous avez une relation entre F et T, la période grand T, les 3600 secondes, eh bien, c'est l'inverse de l'un de l'autre. F, c'est 1 sur T, T, c'est 1 sur F. Donc cette fonction ici, ce cosinus, va intervenir tout simplement pour donner un signal qui est associé à cette phase. Et c'est une onde. Alors bien sûr, si on se souvient, je pense que ça a pris à peu près 30 secondes à Roger, à son premier cours, pour me parler. Roger est tout à fait éberlué maintenant. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Il en a dit beaucoup de choses, Roger. Mais il a prononcé le mot oscillation.
Donc en fait, quand il parle d'oscillation, c'est ni plus ni moins que cette fonction. C'est un peu plus compliqué que ça, bien sûr. Parce que pour Roger, une oscillation, c'est quelque chose qui émerge, qui oscille avec une certaine fréquence et qui disparaît probablement ensuite. Donc il va falloir bien sûr manipuler des oscillations de telle façon qu'effectivement, il puisse y avoir des oscillations qui arrivent d'un seul coup et qui disparaissent. Et pour l'instant, la fonction la plus élémentaire que je puisse inventer, et qui est une fonction qui n'est pas du tout théorique, c'est la fonction que je vous ai illustrée avec cette phase ici qui tourne d'une façon continue, perpétuelle, et qui définit ce signal, eh bien ça va être l'élément de base de notre analyse. Très bien. Parlons maintenant du temps, mais du temps numérique. Parce qu'après tout, les signaux dont vous disposez ont tous été échantillonnés. Bon, c'est sûr qu'au départ, l'électrode qui est sur le scalp mesure un signal analogique, avec du temps continu, mais le signal que vous allez analyser, qu'on analyse tous, a été échantillonné et on est obligé de parler de cet échantillonnage, évidemment. Les valeurs qui ont été archivées, bien sûr, ont été archivées avec une période que j'ai appelée taux aussi, mais ce n'est pas du tout un symbole réservé à cette quantité, mais il fallait lui donner un nom. Et ce taux, en fait, vous dit simplement, cette période d'échantillonnage, c'est la période, c'est l'instant qui sépare chacun des échantillons qui ont été mesurés ou échantillonnés sur le signal. À chaque taux seconde, vous avez une valeur que vous avez conservée. Ça veut dire qu'entre deux valeurs consécutives, vous n'avez rien archivé. Alors ça, c'est important, parce que vous avez une fréquence maintenant qui intervient, qui est la fréquence d'échantillonnage. C'est la fréquence avec laquelle vous avez conservé des valeurs discrètes dans votre signal. Si vous échantillonnez à 200 Hz, ça veut dire que toutes les 1/200e de seconde, autrement dit toutes les 5 millisecondes, vous avez gardé une information sur une électrode. Remarquez bien que c'est vraiment une fréquence, parce que exactement comme notre aiguille d'une montre passait d'une façon régulière à midi, ici, bien, à chaque passage à midi, l'équivalent, ce serait que je garde un échantillon, je garde un échantillon, je garde un échantillon, c'est une fréquence d'échantillonnage. Bien sûr, ici, la fréquence avec laquelle vous allez travailler, c'est vous qui la décidez, ou du moins, c'est peut-être le système d'acquisition qui vous donne certaines fréquences d'échantillonnage, et ça a des conséquences. Ça a des conséquences parce que vous avez un théorème qui existe dans la littérature des gens qui font du traitement du signal, qui vous dit la chose suivante, c'est un théorème de Shannon-Nyquist. J'ai mis les deux dates ici parce que c'est visiblement Nyquist qui avait trouvé le premier, mais qui ne l'avait pas vraiment revendiqué. Et Shannon, qui est le père de la théorie de l'information, lui, par contre, il comprend très bien les conséquences que ça a d'avoir ce théorème sous la main. Ça a des conséquences fondamentales. Donc, dans les années 60, effectivement, ils vont formaliser ce théorème qui dit que la fréquence maximale éventuellement présente, le mot éventuellement, ça veut dire que dans mon signal, je n'ai pas forcément cette composante qui va se manifester, mais éventuellement présente, maximale, la plus grande fréquence éventuellement présente dans un signal échantillonné à la fréquence fs, c'est la fréquence de Nyquist qui est fs sur 2. Il n'est pas question d'aller chercher des fréquences au-delà de la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Il y a une conséquence pratique là-dedans qui est importante, parce que avant de regarder votre signal numérique, il y a eu tout un travail d'échantillonnage, évidemment, entre l'électrode qui mesure le potentiel sur le scalp et le signal qui a été archivé sur votre disque. Il y a toute une saccade de processus, de mécanismes d'échantillonnage qui ont fait en sorte que la conversion numérique, lorsque vous avez eu la conversion sur des nombres qui ont pu être ensuite archivés sur un disque, la conversion numérique du signal analogique, celui qui est mesuré sur le scalp, a nécessité un filtrage analogique pour éliminer dans le signal analogique tout ce qui oscillait au-delà de la fréquence de Nyquist. Et ça, c'est vraiment important parce que si vous gardez une trace des oscillations au-delà de la fréquence de Nyquist, il va y avoir une corruption de votre spectre au moment où vous allez l'archiver. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça, tous mes étudiants qui font du traitement du signal savent de quoi je veux parler. Les spectres vont se mélanger, je vais corrompre le spectre, donc c'est essentiel qu'entre l'échantillonnage et l'électrode qui mesure le signal analogique, j'ai éliminé
toutes les fréquences, toutes les oscillations de ce signal analogique au-delà, au moins au-delà. En fait, les gens sont beaucoup plus conservateurs dans ce cas-là, ils vont un petit peu plus en amont, en aval, pardon, de cette fréquence de Nyquist, mais il ne faut absolument qu'il n'y ait rien au-delà de cette fréquence Fs sur 2. Et on sait que certains systèmes, des fois, ne font pas correctement ce travail. Mais ça, c'est une autre histoire. Parlons maintenant un peu mieux, un peu plus maintenant de ce qui nous intéresse, qui est Fourier. Donc, dans l'algorithme dont je vais parler tout à l'heure, FFT, F n'est pas pour Fourier, malheureusement, mais c'est pour FAST, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Fourier est important, donc 18e siècle. Il est majeur dans la littérature du traitement du signal, parce que c'est lui qui donne l'aspect mathématique de tout ça pour nous permettre de faire des calculs. Donc Fourier montre qu'un signal peut s'écrire sous la forme d'une somme de fonctions harmoniques. Les fonctions harmoniques, c'est la fonction cosinus dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle aussi les harmoniques, fonctions harmoniques. Donc ce que je vous ai écrit ici, c'est une relation, je vais essayer bien sûr de la décomposer avec vous, c'est pas compliqué, c'est d'écrire qu'en fait, donnez-moi un signal, S de t, et je peux toujours l'écrire comme étant la somme. Il y a le 2 qui est ici, qui est purement cosmétique, simplement pour être correct avec ce qui va suivre. Une somme, c'est ce fameux signe sigma majuscule, je somme sur toutes les fréquences, de la fréquence la plus basse qui est 0. Fréquence nulle, ça veut dire que ça oscille pas, entre parenthèses, c'est constant, tout simplement. Mais ça fait partie quand même de mon signal. Et ensuite, je somme toutes les fréquences de 0 jusqu'à ce F max. F max, je sais qu'il existe, puisque je viens de vous dire que je ne pouvais absolument pas trouver d'oscillation au-delà de Fs sur 2. Donc, il y a une fréquence maximum dans cette somme. Ensuite, la somme que je suis en train de faire, c'est donc l'addition, effectivement, de tous les termes qui sont de l'autre côté, à droite de ce signe somme. Il y a une amplitude, AF, ça c'est un nombre, avec un signe, un nombre réel, qui pondère une fonction cosinus. Et dans le cosinus, je retrouve la phase que je vous ai présentée au tout début. C'est l'expression d'une phase 2pi ft. F, remarquez bien que pour l'instant, c'est un paramètre qui court entre 0 et f max dans cette somme, de pi ft plus phi f. Cette phase ici, qui dépend de f, je peux très bien me permettre de l'introduire. Donc, nous sommes sur les fréquences. Toutes les fréquences possibles et imaginables ici entre 0 et f, et des modes, des harmoniques, qui oscillent chacune à la fréquence qui lui est associée, le f. Et ça me donne des ondes avec une fréquence et qui dépend du temps, bien sûr, et puis pondéré par une amplitude qui donne en fait le poids, le rôle de cette harmonique dans le signal. Donc Fourier vous dit que tout signal peut être écrit comme cette somme d'harmoniques. Le poids, l'amplitude, si c'est proche de 0, ça veut dire que l'harmonique n'est pas vraiment nécessaire dans votre signal. Si l'amplitude est importante, ça veut dire que cette harmonique est essentielle dans votre signal. Quand Nadia nous parlait tout à l'heure de la prépondérance d'ondes lentes en certaines situations, eh bien, probablement que à la fréquence de ce que c'est qu'une onde lente, autour de 4 Hz, probablement que le poids ici qui donne le rôle de cette oscillation va être important. Donc, Fourier vous dit, voilà, je peux vous décomposer un signal, je ne vous dis pas quelle est, bien sûr, la raison d'être de chacune de ces harmoniques, ça dépend bien sûr du contexte, mais je peux vous donner cette décomposition. Donc ça si vous vous souvenez de la citation de Bragin et Levankuen, c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent plutôt que de travailler du côté temporel, voilà, on peut travailler du côté spectral. Cette décomposition, d'un seul coup, vous donne un ensemble d'harmoniques devant vous. Et les poids, les amplitudes vous disent quel est le rôle que joue chacune de ces harmoniques dans le signal que vous êtes en train de regarder. Donc ce résultat est vraiment à l'origine de l'analyse spectrale. Évidemment, on va aller un petit peu plus loin que simplement d'écrire une somme comme ça, un peu abstraite. On va lui donner un peu plus de sens en termes de calcul et de comment représenter cette analyse. Et l'objectif de l'analyse spectrale, basique, c'est de faire l'inventaire des oscillations, autrement dit des fréquences, qui sont significativement présentes dans cette décomposition d'un signal, et en particulier de l'EEG dont on parle. Et on va regarder finalement ce qui nous intéresse le plus, c'est le poids
cette amplitude relative de chacune de ces contributions dans cette somme. Les paramètres spectraux dont je dispose, si j'ai réussi à faire cette décomposition, je ne vous ai pas encore dit comment j'allais pouvoir la faire d'ailleurs. Vous voyez, vous dit qu'on est capable de faire ça, mais je ne vous dis pas comment la faire. Donc les paramètres spectraux, c'est donc effectivement l'amplitude pour chacune des fréquences que j'ai devant moi, l'amplitude et cette phase, la phase phi de f, qui est présente aussi dans cette décomposition d'un signal S de t. Question, à quoi sert le paramètre, parce que je parle souvent de l'amplitude, je vous ai dit que l'amplitude c'est vraiment ça, parce que ça pondère chacune de ces harmoniques, mais à quoi sert le paramètre phi de f dans la phase, à quoi ça va être utile? Alors, je pourrais bien sûr vous poser la question, mais comme le temps passe, justement, je ne vais peut-être pas en abuser trop de ces questions. Surtout que la réponse c'est, pour l'instant, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien tant et aussi longtemps que les délais ne m'intéressent pas. Ça, c'est intéressant, parce qu'après tout, je vous ai dit que la phase encodait peut-être des délais. La phase était associée à t égale 0, donc c'est sûr que je comprends que si je change l'origine du temps, c'est comme un délai que j'introduis dans mon signal. Je ne regarde plus le signal au même instant, si je mets un délai. Donc, la phase encode un délai. Alors, plus tard, dans l'école, quand on va parler de connectivité, la phase va être essentielle. Parce que justement, je serais intéressé à regarder quels sont les délais qu'il existe entre des signaux à deux endroits différents, par exemple, sur deux électrodes. Donc, sitôt que je prononce le mot délai, c'est évident que cette phase va jouer un rôle. Mais tant aussi longtemps qu'on ne s'intéresse pas à ces délais, à cette connectivité, eh bien, cette phase n'a pas vraiment un grand rôle à jouer. Et c'est pour ça que les spectres de Fourier, l'analyse spectrale va s'intéresser principalement et exclusivement à cette amplitude qui pondère chacune de ces harmoniques. Vous pouvez m'interrompre, je suis très verbomoteur, donc ce serait vraiment... Puis en plus, ça me donnera l'occasion de boire un verre d'eau. Très bien. Bon, alors Fourier donc, montre qu'un signal peut s'écrire sous la forme d'une somme de fonctions harmoniques. Ça, c'est notre acquis, effectivement. Alors là, je vais me faire plaisir, honnêtement, mais en même temps, je vais essayer de peut-être rassurer certains d'entre vous, parce que je doute fort que vous ayez vu cette somme sous cette forme-là dans les publications. En fait, vous voyez des fois la décomposition en harmonique, parce que les gens veulent quand même mettre un peu d'équation dans leur papier quand même, mais ce n'est pas sous cette forme-là. Donc, je vais faire une toute petite incartade, je vais faire une petite déviation, mais qui va être vraiment intéressante. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a un aspect pratique. Ce n'est pas seulement mathématique, même si, a priori, ça peut être mathématique. Donc, la décomposition n'est pas celle que vous voyez généralement dans les publications. En fait, la raison pour laquelle elle est intéressante, mais peut-être pas aussi efficace que ça, c'est parce qu'on aimerait bien regrouper les paramètres spectraux dans une seule quantité. Et vous remarquerez que les paramètres spectraux que je vous ai définis, l'amplitude AF et la phase phi f, qui est à l'intérieur du cosinus, même si cette phase n'est peut-être pas si importante que ça, mais si elle avait un sens, si elle avait vraiment une importance, on aimerait bien regrouper ces deux quantités dans une seule quantité. Alors ça fait l'objet, je vais faire une petite parenthèse, ça fait l'objet de tout un secteur des mathématiques, qui s'appelle l'analyse complexe. Alors, le mot était mal choisi parce qu'en fait, si on y pense bien, ce côté de l'analyse complexe en mathématiques, c'était pour nous rendre service, c'était pour nous simplifier les choses, c'était pour effectivement regrouper dans une seule quantité une amplitude et une phase, ce qui n'était pas du tout évident en fait. Alors pour les psychologues qui sont autour de la table, si vous voulez faire plaisir à un mathématicien, ce n'est pas la peine de lui offrir une bouteille de champagne, du vin, ça va lui faire plaisir de toute façon, mais offrez-lui une équation, parce qu'apparemment, il y a une étude qui a été faite sérieusement en 2015 pour montrer que si vous montrez des équations à un mathématicien, eh bien, ça va créer vraiment de l'activation dans la région fronto-mésiale, un peu là où il y a de l'empathie et tout, et donc visiblement, ces gens-là sont extrêmement ravis de voir des équations. Alors, je ne doute pas un seul instant que vous n'ayez pas vous-même un certain plaisir à voir ces diapositives, mais clairement, les mathématiciens réagissent beaucoup plus. Ça a été vu en IRM fonctionnel, il y a un papier qui est sorti très sérieux, très sérieux. Mais en fait, si maintenant vous posez la question de savoir quelle est l'équation à lui offrir pour lui faire le plus de plaisir, eh bien c'est celle qui est juste en dessous ici, 2 cosinus A égale exponentielle plus IA plus exponentielle moins IA. Et la raison là-dedans, c'est que vous avez le i ici, que j'ai écrit,
c'est la seule invention que les mathématiciens ont fait dans toute la littérature des mathématiques. Parce qu'après tout, les mathématiques ne sont là que pour nous aider à formaliser ce qui nous entoure. Les nombres, même le racine de 2, c'est l'hypoténuse d'un carré de longueur 1. Pi, c'est simplement le nombre qui me permet de relier le diamètre avec la circonférence d'un cercle. Donc toutes ces quantités qui ont été autour de nous sont toujours reliées avec de la géométrie, avec quelque chose. Alors il se trouve que Euler, donc vous voyez la photo, enfin c'est pas vraiment la photo, hein, quand même, c'est la peinture. Euler a inventé quelque chose qui n'existait pas. C'est un nombre, il a fallu lui donner une lettre, I, dont le carré est égal à -1. C'est une pure invention. Ça n'existe pas dans la nature, parce que vous savez que n'importe quel carré, si vous prenez n'importe quelle quantité que vous l'élevez au carré, ça va vous donner un nombre positif. Donc lui, il n'a pas peur, c'est un Suisse. Il dit, moi, je définis une quantité qui n'existe pas, mais dont le carré est égal à -1. Et vous pouvez fouiller dans toute la littérature des mathématiques, c'est la seule invention que les mathématiciens ont faite. Mais elle est géniale. Elle est géniale parce que justement, elle permet d'écrire une relation entre les cosinus, ces fonctions trigonométriques, ces harmoniques dont on parle depuis le début, qu'on aime bien, mais qui sont compliquées quand même, hein, parce que c'est ça qui encode la périodicité. C'est là où il y a des notions de phase. Ça permet de faire une relation entre un cosinus et une fonction exponentielle. L'exponentielle, la même exponentielle que vous avez, je ne sais pas moi, dans une gaussienne par exemple. C'est vraiment la même exponentielle que votre calculateur, si vous appuyez sur E, vous donne. Et ça, c'est une invention redoutable parce que ça va nous permettre justement d'écrire exactement la même somme qui est en haut sous la forme qui est en bas. Et c'est celle-là, d'ailleurs, que vous trouvez généralement dans les publications, que S de t, c'est une somme sur toutes les fréquences de coefficients qui est l'amplitude, et là, quelque chose d'un petit peu nouveau, l'exponentielle de I fois cette phase phi f, mais vous remarquerez que ça a été sorti de la phase qui contient le temps, parce que le temps, maintenant, c'est dans une autre exponentielle complexe, exponentielle de pi ft. Alors, rien que cette petite modification va nous aider considérablement, parce que, après tout, le coefficient de Fourier maintenant, qui est complexe dans le sens où il y a maintenant un nombre complexe qui traîne, eh bien, encapsule, encode globalement l'amplitude et la phase. Donc ça va rendre les calculs, et c'est ça que vous calculez d'ailleurs, beaucoup plus facile, beaucoup plus évident. Alors il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Vous remarquerez que dans la somme, vous ne sommez plus de 0 à f max, vous sommez entre moins f max et f max. Alors effectivement, j'ai besoin d'aller chercher des fréquences négatives. Et là, je vois Roger qui fronce les yeux en disant, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette invention? Que sont les fréquences négatives? C'est simplement une aiguille de montre qui tourne à l'envers, dans l'autre sens. Après tout, je peux très bien inventer maintenant aussi des fréquences négatives, mais j'ai besoin de ça, mathématiquement, j'ai besoin de ça. Est-ce que j'ai inventé des nouveaux modes de Fourier? Non, parce que je vois qu'effectivement, si je peux écrire ça, c'est que j'ai aussi défini les amplitudes aux fréquences négatives qui sont en fait égales aux amplitudes aux fréquences positives. Par contre, les phases, elles, ont changé de signe. C'est la seule subtilité. J'invente des nouveaux modes, mais en fait, je n'invente pas de nouvelles informations. C'est exactement le même mode, mais à une phase qui a changé de signe. Donc, toute l'information ici est identique. Et je vais m'intéresser encore une fois qu'aux fréquences entre 0 et f max. Même si mathématiquement, j'ai besoin aussi de faire la somme sur les fréquences négatives, mais en fait, toute l'information n'est encodée que sur les fréquences positives. Très bien, c'était le seul passage un petit peu critique, entre parenthèses. Là, on va pouvoir prendre un peu de respiration, puis moi aussi, j'en profite pour prendre un verre d'eau. Jean-Marc, est-ce que tu voudrais qu'on fasse une pause maintenant? Est-ce que ce serait un bon moment? Ah, mais moi, je peux continuer comme ça. Mais oui, je pense que tout le monde peut-être a besoin de prendre. J'ai dit oui. Donc, oui, on peut prendre une pause. Je te laisse me dire quand est-ce que tu veux que je reprenne. On peut prendre 10 minutes. Donc là, moi, j'ai E4. Donc, juste un peu avant E15, on reprend. Ça marche. Ça va tous? Excellent. Bonne pause. Jean-Marc, je vais arrêter ton partage d'écran pour remettre du signal EEG pour qu'on reprenne les définitions pour les étudiants de psycho. Ça marche, pas de problème, vas-y. Donc, si vous êtes de retour, vous pouvez peut-être ouvrir vos caméras, là, juste pour qu'on soit certain qu'on ne parle pas
à des postes de travail vides. Donc, en écoutant Jean-Marc, à toutes les fois que je l'écoute, pour ma part, j'apprends quelque chose parce que je suis jamais capable de tout intégrer en une seule présentation. Puis Jean-Marc, ça fait plusieurs fois que je t'écoute, puis je réussis toujours pas à tout intégrer d'un seul coup. Clairement, mon cortex frontal médian s'active plus devant des humains que des formules mathématiques. Fait que pour les autres personnes comme moi qui s'activent davantage devant des humains que des formules mathématiques, j'ai partagé l'écran parce que j'aimerais ça que tu redéfinisses pour les étudiants dont les notions de mathématiques sont très loin. Là, j'ai juste trouvé cette image-là qui vient de Wikipédia, là, vraiment rapidement pendant la pause. Là, je suis désolée pour peut-être que c'est pas la meilleure image, mais on voit différents rythmes qu'on peut avoir dans le EEG. Puis notre EEG est composé de l'addition de tous ces rythmes-là. Puis j'aimerais ça, si tu pouvais, Jean-Marc, nous redéfinir qu'est-ce que c'est l'amplitude, qu'est-ce que c'est la phase, la fréquence avec cette image-là. Est-ce que tu... Là, on n'avait pas prévu ça du tout, hein? Fait que c'est Non, du temps réel. en temps réel, oui. Vous m'entendez? Oui. Ok, super. En fait, ici, toutes ces quantités dont tu viens de parler, amplitude, phase, il faut bien voir d'ici que ce qui manque sur ce graphique, c'est l'axe horizontal, c'est du temps qu'on voit ici. Alors tout à l'heure d'ailleurs, je pense que je vais vous l'illustrer, je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Donc, horizontalement, ici c'est du temps, c'est un signal temporel que vous voyez ici. Donc la décomposition spectrale que je vous ai vendue tout à l'heure, vous pouvez très bien définir, rappelez-vous que la somme que j'ai faite, hein, S de t, un signal, ce que Fourier nous apprend, S de t égale une somme. Pas de problème. Mettons que je sois capable de calculer, puis effectivement c'est le cas, que je sois capable de calculer les paramètres spectraux, les amplitudes, les phases, pour chacune des fréquences qui sont à l'intérieur de mon signal. Maintenant, imaginez que vous ne gardiez que les amplitudes et phases des fréquences qui vous intéressent. Par exemple, des fréquences des rythmes delta. Donc, vous dites, très bien, je prends cette somme, je tue tous les termes sauf tous ceux qui ont une fréquence f entre 0,3 et 4 Hz. Les autres, je les ignore. Et je reconstruis, je fais cette somme seulement avec ces individus-là. Ça va vous donner le signal temporel que vous avez ici. Donc ça, c'est la synthèse des modes de Fourier à partir d'une sélection de fréquences bien spécifiques dans le delta. En bas, c'est dans le θ, ensuite dans l'alpha, ensuite dans le mu, etc. Et comme tu l'as dit, cette décomposition qu'on a ici, qui sont des signaux temporels et qui ne sont construits que par une sélection bien particulière de modes de Fourier, si vous avez finalement, au bout du compte, fait simplement une partition de ces modes de Fourier et que chacun de ces signaux corresponde à une partition particulière, si on fait la somme de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 signaux, et que ça représente finalement l'inventaire complet de tous les modes spectraux qu'il y avait dans mon signal, eh bien, l'addition de ces 6 signaux temporels que je vois ici, évidemment, représente la somme initiale complète, c'est donc tout le signal. Donc, comme tu l'as dit, j'ai ici simplement une représentation par bande spectrale, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure ici, dans le delta, dans le θ, qu'on a défini d'une façon... Alors justement, on pourrait très bien discuter, savoir si c'est arbitraire ou pas arbitraire. Ça ne l'est certainement pas, parce que ça résulte de toute l'historique des neurosciences qui ont finalement pu identifier des bandes spectrales, des regroupements de fréquences qui avaient l'air associés à des mécanismes neurophysiologiques. Et donc, en sélectionnant dans cet inventaire des fréquences des modes particuliers, eh bien, effectivement, on est capable d'aller chercher des rythmes particuliers dont l'amplitude correspond eh bien, à la somme de toutes les amplitudes. Attention, l'amplitude que vous voyez ici n'a rien à voir avec les amplitudes des modes de Fourier, mais c'est la somme de tous les modes de Fourier dans la sélection de fréquences que vous avez faite qui vous donne ce signal temporel qu'on a devant nous. Est-ce que j'ai répondu à ta question?
Oui, je me demande si, pour les étudiants qui ne sont pas en génie ou en mathématiques, si vous avez des questions, parce qu'on serait intéressé à les entendre. N'hésitez pas à les poser. Je vais juste ouvrir le chat pour être certaine. Je oups! Bon, là, je vois qu'en essayant de déplacer je ne sais pas si vous voyez tous les dessins que je fais là, mais malheureusement, ce n'est pas ce que je souhaite faire. J'ai pas de questions dans le chat, mais est-ce qu'il y a des questions, en live? Dans ce qui va se partiellement, je vais continuer de répondre à ta question, elle est fondamentale, bien sûr. Je me demande en fait aussi si, il y a une question dans le chat, mais je me demandais si c'était clair pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est la différence entre amplitude et phase? La différence entre Ouais. amplitude, ok. L'amplitude donne le poids de chaque harmonique. Ça marche? Donc, encore une fois, c'est le rôle que l'harmonique à la fréquence donnée, quelle est sa force, quel est son rôle. La phase va dire comment, au cours du temps, cette harmonique, avec son poids, comment elle se déplace, comment elle a été positionnée au cours du temps. Donc, c'est deux quantités différentes. Il y a à la fois l'amplitude de l'oscillation et comment elle a été placée au cours du temps dans la décomposition dont on a parlé tout à l'heure. Et vous allez voir tout à l'heure, si on change la phase, on change beaucoup de choses. L'amplitude, bien sûr, c'est la force de l'oscillation dans cette décomposition. Donc, c'est deux choses effectivement complètement différentes. Et dans l'analyse spectrale, on s'intéresse principalement, pour ne pas dire exclusivement, à ce poids. On ne s'intéresse pas à savoir, tout à l'heure le mot va être placé, à la cohérence des oscillations les unes par rapport aux autres, qui est encodée par la phase. Excellent. Puis une question dans le chat. Est-ce que les filtres sur des bandes EEG fonctionnent avec des séries de Fourier? Oui, et c'est d'ailleurs David qui va vous en parler la semaine prochaine. Mais c'est évident que c'est justement là où on soulève le capot. Si on soulève vraiment le capot, alors effectivement, Fourier sort quelque part. Mais les filtres reposent bien sûr sur l'analyse de Fourier, tout à fait. Et c'est David qui va se charger de vous expliquer tout ça avec brio la semaine prochaine. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, c'est bon, on va poursuivre, mais n'hésitez pas en cours de route à poser vos questions, puis j'arrêterai Jean-Marc au besoin. Je te Absolument. laisse poursuivre. Très bien. Donc, je vais partager l'écran. Très bien. Alors, on a cette fameuse somme, hein, encore une fois, dans ce que tu viens d'illustrer, Nadia, c'est que si je suis capable, et on va se donner effectivement l'outil, je ne vais pas trop élaborer, l'outil qui va permettre de faire cette décomposition, eh bien, tout ce que tu nous as montré, c'est lorsque je fais des sélections de ces fréquences ici dans cette somme et que je tue les autres. Et encore une fois, cette sélection, c'est moi, c'est à moi que ça appartient. Donc, si les fréquences que je vais sélectionner sont dans le delta, et que je fais cette somme en ignorant bien sûr tout le reste, toutes les autres contributions dans cette somme, je vais reconstruire le signal, non pas initial, mais le signal justement dans la bande delta, et c'est ça que tu nous as montré, et bien sûr tous les autres découlaient d'une sélection particulière de ces fréquences. Alors, revenons un petit peu à cette somme ici, puis trois questions. Sur quelle fréquence la somme porte-t-elle vraiment? La somme ici, devant nous. Vous allez voir qu'il y a quelques petits détails qu'il faut préciser un tout petit peu. Pour l'instant, c'est toutes les fréquences qui sont entre moins f max et f max. Deuxième question, pourquoi les fréquences négatives, j'ai déjà évoqué d'ailleurs, ne semblent pas nous préoccuper? Je pourrais bien sûr vous demander, est-ce que vous avez déjà vu du moins delta dans le sommeil lent profond? La réponse est non, et vous allez voir pourquoi. Finalement, troisième question, la plus importante probablement pour certains d'entre nous, c'est comment calcule-t-on les modes de Fourier, ces fameux S chapeau de F? Ça, c'est une notation relativement standard de mettre un chapeau sur le signal lorsqu'il est dans le domaine spectral, dans le domaine fréquentiel. Alors, parlons d'abord des fréquences. Alors, soyons pratiques, on dispose en fait d'un enregistrement en général de durée finie. Autrement dit, j'ai quelque chose qui commence et quelque chose qui se termine. Par exemple, l'enregistrement d'un stade complet. Faire l'analyse de Fourier du stade complet, d'un stade complet, j'ai mis une étoile, c'est rare. Je ne dis pas que c'est rare de faire un stade complet, heureusement, mais d'avoir un enregistrement propre de tout un stade sur lequel je peux faire l'analyse de tout le signal, c'est généralement pas forcément une bonne idée parce qu'il y a toujours des artefacts
Et on a des gens comme Sonia et Hélène qui sont là pour toujours nous rappeler à l'ordre, pour dire attention, faites attention aux artefacts, et c'est tout à fait justifié, parce qu'effectivement, dans la décomposition qui est juste en haut, ce qui m'intéresse, c'est de décomposer le signal d'intérêt, et non pas le signal avec tout, justement, les artefacts qui pourraient l'encombrer. Donc, c'est très important d'avoir des enregistrements, des segments d'enregistrement où l'expression qui est juste en haut va révéler les composantes oscillatoires des mécanismes qui m'intéressent, et non pas des mécanismes qui se sont introduits d'une façon complètement fortuite. Alors, ça peut être effectivement une page de 20 secondes. Ça peut être une époque, un segment plus fin de 4 secondes. Ça peut être une fenêtre temporelle qui glisse sur le signal. Bref, il y a plein de circonstances qui, pour toutes ces circonstances, il y a toujours une durée finie. Ça, c'est important. Ça veut dire que si je mets en face de moi un signal qui a une durée finie, c'est clair que l'oscillation de plus basse fréquence, celle que je peux dessiner sur un intervalle de temps, par exemple, de 1 seconde, c'est une période qui fait 1 Hertz, un cycle pendant la seconde. Je ne peux pas dessiner une période, une fréquence plus basse que ce cycle de 1 cycle par seconde. Et d'une façon générale, la fréquence la plus basse, à part bien sûr la fréquence nulle qui n'est pas vraiment intéressante, mais la fréquence la plus basse, la fréquence positive, la plus petite que je peux obtenir sur un enregistrement de grand T secondes que j'analyse devant moi, eh bien c'est 1 sur T. C'est la fréquence la plus petite que je peux aller chercher dans ce signal. Alors, la somme que vous voyez en haut, la somme de Fourier en haut, va porter non pas sur un continuum de fréquences, mais ce qu'on peut montrer, c'est que ça va porter sur des fréquences discrètes, en fait des multiples de cette fréquence fondamentale F0. K fois F0, où K c'est un nombre entier, négatif, positif, 0, ça peut être 0, bien sûr, F égale 0 existe, bien sûr, la fréquence nulle sera toujours présente quelque part dans le signal. Donc, la somme qui est ici, c'est une somme discrète sur des fréquences discrètes, des multiples de cette fréquence fondamentale, qui, elle, est donc reliée à la durée sur laquelle vous êtes en train de faire votre analyse spectrale, l'analyse de Fourier. Deuxième question, pourquoi les fréquences négatives ne semblent pas nous préoccuper? J'ai pratiquement répondu à ça. Mathématiquement, il faut en tenir compte, absolument. La somme qui est en haut ici ne subsiste pas si vous éliminez les fréquences négatives. Il faut vraiment les garder. Mais comme je l'ai dit, il y a une redondance dans cette somme, parce qu'après tout, les amplitudes des modes de fréquences négatives sont égales aux amplitudes des fréquences positives, les phases des modes de fréquences négatives sont de signes opposés aux phases des modes de fréquences positives. Autrement dit, donnez-moi les amplitudes et phases des modes de fréquences positives et je connais tous les modes de Fourier. J'ai dit que c'était une citation de Fourier, une citation posthume, c'est pas vrai bien sûr, mais c'est ce qu'il faut retenir. Autrement dit, je n'ai pas vraiment besoin, je n'apprends rien en regardant les amplitudes et les phases de ces modes de fréquences négatives. Elles sont là pour rendre mathématiquement la somme faisable. Et les amplitudes et phases dans les modes de Fourier négatifs sont redondants par rapport à ce que je vois dans les fréquences positives. Donc, ce qui doit être calculé, ce sont ces fameux S chapeau F, mais F, je vous rappelle que c'est discret. Donc, rappelons-nous que la fréquence, c'est 0, 1 fois F0, 2 fois F0, K fois F0, jusqu'à la fréquence maximum. Donc, ce qui doit être calculé, c'est ces fameux S chapeau K. Ces coefficients de Fourier, c'est des coefficients complexes. On a vu que c'était à la fois l'amplitude et la phase qui étaient encapsulées dans ce nombre, dans cette quantité, on va dire. Question, là aussi, je ne vais pas perdre de temps à attendre une réponse de vous, même si ça aurait été intéressant. Quelle est la valeur de K la plus grande possible? Bien sûr, il faut retourner à ce qu'on sait, c'est que K fois F0 au maximum ne peut pas dépasser Fmax. Ce Fmax, c'est la moitié de la fréquence d'échantillonnage, le fameux Fs. Autrement dit, dans cet inventaire spectral qu'on est en train de faire, les fréquences sont discrètes. 0, F0, 2F0, 3F0, 4F0, ainsi de suite, jusqu'à K fois F0, et ce K ici, la valeur plus grande, ne peut pas être plus grand, ce K ici, cet entier, ne peut pas être plus grand que la moitié du rapport de Fs sur F0.
Donc ça, c'est la résolution spectrale. Vous voyez que ce dont on parle en ce moment, c'est notre capacité de distinguer les fréquences les unes par rapport aux autres. Et votre capacité de distinguer les fréquences entre elles, la résolution spectrale, c'est le F0 qui vous donne. Le Fs vous dit jusqu'où vous pouvez aller. Le F0 vous dit la résolution avec laquelle vous pouvez explorer les fréquences qui sont contenues dans votre signal. Jean-Marc, oui. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple avec un enregistrement, par exemple, quand on fait des fenêtres de 4 secondes en sommeil non-REM, on va sélectionner une fenêtre de 4 secondes pour faire l'analyse spectrale sur notre fenêtre de 4 secondes, puis qu'on a enregistré à 250 Hz. Qu'est-ce qui se passe avec les fréquences qu'on peut analyser? Absolument. 250 Hz, donc au maximum, vous allez pouvoir explorer jusqu'à 125 Hz. En général, votre équipement, celui qui vous a vendu l'appareil, il a été beaucoup plus prudent. Il a mis tout ce qu'il fallait pour être sûr qu'il n'y avait rien au-delà de 125 Hz. Et probablement qu'il a mis des filtres justement pour éliminer au niveau analogique, au niveau du signal mesuré sur l'électrode, il a mis tout ce qu'il fallait pour éliminer tout ce qui oscillait au-delà de probablement 90 Hz. Pour être sûr qu'il n'y a absolument aucune trace de signal au-delà de ce 125 Hz critique qui est la fréquence de Nyquist. Donc voilà ce que la fréquence d'échantillonnage va vous apprendre. Ensuite, tu m'as dit que tu prenais des fenêtres de 4 secondes. Donc, c'est grand T égale 4. Autrement dit, la résolution spectrale, c'est 1/4 de Hertz, 0,25 Hz. À tous les 0,25 Hz, je serai capable de te dire quel est le poids de l'oscillation qui aura cette fréquence. Ce sera des multiples, mais je pourrais te le dire qu'à des multiples de 0,25 Hz. Donc ça, c'est la résolution spectrale. Il y a une question, merci. Il y a une question dans le chat. La question, c'est donc, on peut seulement explorer les ondes qui ont des fréquences qui sont des multiples de F0. Il faut donc ajuster F0 selon nos besoins. Absolument. Point d'interrogation. Absolument. C'est une question qui va revenir d'ailleurs dans le deuxième cours, parce que c'est évident que ce F0, je serais tenté de l'avoir, j'aimerais bien avoir cette résolution spectrale la plus fine possible pour avoir vraiment tous les détails, mais remarquez bien que plus F0 va être petit, plus la fenêtre d'analyse va être grande. Alors, il y a deux contraintes. La première contrainte, et là je vais bien sûr parler des amis avec qui on travaille, c'est Sonia qui va me dire, moi, là, des fenêtres de grande taille sans artefact, c'est pas facile. Ça va réduire mes capacités d'aller faire un inventaire des signaux que j'aurai devant moi. Si j'ai une exigence d'avoir, je sais pas moi, 1 minute de signal sans artefact, c'est clair que je n'aurai pas forcément beaucoup d'époques à ma disposition. Donc on voit bien que la résolution spectrale a un coût. Le coût, c'est d'avoir justement des fenêtres de grande taille. Et là, bien sûr, tout de suite, ça met une contrainte sur ce dont je vais pouvoir disposer comme données pour pouvoir faire cette analyse. Il y a quelque chose d'autre aussi qu'il faut signaler, c'est que, et ça reviendra aussi dans le cours plus tard, c'est que tout ça fonctionne bien lorsque votre signal est stationnaire. Donc, si on est tous d'accord que le signal est stationnaire, le signal du non-REM est stationnaire pendant 1 minute, moi, j'ai aucun souci. Mathématiquement, ça ne me pose aucun problème. Cela dit, je ne suis pas sûr qu'on soit tous convaincus que le signal soit stationnaire pendant 1 minute. Donc, d'un seul coup, la stationnarité et l'hypothèse de stationnarité aura certainement plus de chances d'être valide, quoique c'est encore discutable, sur des fenêtres de plus petite taille. La stationnarité peut changer. Les aspects, les paramètres spectraux peuvent changer au cours du temps, ça n'est pas de problème, mais j'ai besoin d'une fenêtre où je peux faire l'hypothèse de la stationnarité. Et ça, c'est un défi, parce qu'effectivement, d'un seul coup, je me retrouve avec cette contrainte mathématique de la stationnarité qui me commande d'avoir des fenêtres de petite taille, et d'un seul coup, la résolution spectrale va être perdue. Donc, il y a un compromis à choisir, mais pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle est la solution optimale, parce que ça dépend bien sûr du signal que je suis en train d'analyser. Peut-être que je peux donner un exemple aussi concret qui nous est arrivé au laboratoire. Donc, on veut analyser l'activité EEG à l'éveil chez des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'ils ont beaucoup d'artefacts dans leur EEG d'éveil. Donc, ils clignent des yeux, ils bougent, etc.
Donc, c'est difficile d'avoir 4 secondes sans artefact. Donc là, on s'est dit, ben, on va essayer donc de prendre des plus petites fenêtres. Quand on fait l'analyse spectrale, on passe à travers tout le signal et on va sélectionner des fenêtres de même taille dans tout notre signal sans artefact. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ben, peut-être qu'on va essayer des plus petites fenêtres. Donc, est-ce qu'on peut utiliser des fenêtres de 1 seconde ou de 2 secondes? Donc, si j'échantillonne à 250 Hz et que mes fenêtres sont 2 secondes au lieu de 4, Jean-Marc, peut-être que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça va changer maintenant sur les fréquences que je vais pouvoir analyser. Tu auras toujours le même nombre, tu auras toujours la fréquence maximale, puisque la fréquence d'échantillonnage est restée la même. Donc, dans le domaine spectral, tu partiras de 0 et tu iras jusqu'à ta fréquence maximale, qui sera la fréquence de Nyquist divisée par 2, la fréquence d'échantillonnage divisée par 2, autrement dit, tu étais à 250 Hz, donc 125. Donc, sur cet axe, j'ai de 0 à 125. Maintenant, en changeant la taille de la fenêtre, on est bien d'accord que plus tu la réduis, plus elle est petite, plus la résolution spectrale est grande. Enfin, je veux dire, l'écart spectral, le fameux, la fréquence, le F0. Donc, autrement dit, sur l'intervalle fréquentiel spectral entre 0 et 125, plus la fenêtre est petite, moins de points j'aurai pour échantillonner le spectre, puisque F0 va s'agrandir, donc là, forcément entre 0 et F0, ça va s'agrandir parce que la résolution spectrale va être moins bonne, et donc tu vas perdre effectivement résolution spectrale en prenant des fenêtres de plus en plus petites. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est très bien, merci. Donc, le choix de la longueur de notre fenêtre qu'on va utiliser pour sélectionner notre tracé clean va avoir un impact. Puis on le voit dans les articles aussi, lorsqu'ils définissent leur bande de fréquence, on voit qu'ils vont le définir à 4 ou 4,25 ou 4,50. Bien, parfois, ça va être parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas une résolution plus fine à cause des fenêtres qu'ils ont choisies. Absolument. Pour être vraiment plus quantitatif, si vous prenez une fenêtre d'1 seconde, votre résolution spectrale sera de 1 Hz. Donc, tous les Hz, vous allez avoir une valeur qui va sortir. Si vous prenez une fenêtre de 2 secondes, c'est tous les 0,5 Hz. Donc, d'un seul coup, vous avez 2 points plutôt qu'un seul. Donc, vous remarquez bien que si vous vous intéressez à une bande spectrale comme le delta, par exemple, toute la différence, c'est le nombre d'échantillons spectraux qui vont être à l'intérieur de votre bande spectrale, parce que vous avez intérêt à ce qui se passe entre 0,3 et 4 Hz. Si vous faites des fenêtres de 1 seconde, vous allez avoir 3 points. Si vous avez travaillé avec des fenêtres de 2 secondes, vous allez avoir le double de points à peu près. À part les effets de bord, bien sûr, vous êtes toujours un peu prudent, mais voilà le nombre de... Voilà ce qui va arriver. C'est le nombre de points dans le spectre, bien sûr, hein, sur l'axe des fréquences, qui va pouvoir être utilisé, que vous allez pouvoir calculer avec des fenêtres de tailles différentes. Merci. Je continue? Très bien, alors le calcul. Alors le calcul, là encore, des équations, mais c'est pour vraiment comprendre qu'on sait calculer les choses, mais je ne vais pas faire beaucoup de... Je ne vais pas vous embêter très longtemps avec ça. Donc le calcul, c'est la fameuse FFT. Il faut que j'en parle, puisque vous le voyez aussi dans les publications. Vous voyez le mot FFT qui traîne partout. Comme je vous l'ai dit, le premier F, ce n'est pas vraiment pour Fourier, c'est pour Fast. Le deuxième, par contre, c'est pour Fourier. Donc c'est Fast Fourier Transform. On doit ça à deux ingénieurs, Collet et Tukey, dans les années 60. Entre parenthèses, ça a été fait dans des circonstances pas forcément qui n'ont rien à voir avec les neurosciences. C'était plus pour, si je me souviens bien, en nucléaire. Le nucléaire, pas très pacifique d'ailleurs. Mais en fait, l'algorithme était déjà dans les cartons de c'est pas Kaka, c'est Carl Friedrich Gauss en 1805. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de si nouveau. Mais par contre, ce qui a été remarquable de la part de ces deux ingénieurs que vous avez ici, c'est qu'ils ont mis au point en fait l'algorithme le plus rapide pour calculer. Je dis souvent à mes étudiants que ce n'est pas la peine d'essayer de trouver un algorithme, une implémentation numérique qui va battre cet algorithme. On l'a déjà démontré, ce n'est pas possible de le battre.
Il y avait vraiment une exigence pratique. À l'époque, ils avaient beaucoup de données dans un domaine, encore une fois, qui n'a rien à voir avec les neurosciences, et il fallait absolument qu'ils inventent un algorithme pour faire cette opération que vous avez devant vous, dans ces deux équations qui sont en bas. Et en fait, c'était vraiment dédié à faire de l'analyse de Fourier. C'était ça qu'ils avaient besoin, c'est un algorithme rapide. Et grâce à eux, en fait, maintenant, on a des outils numériques qui sont effectivement d'une grande puissance parce qu'on peut les transformer. L'analyse spectrale ne coûte absolument rien en temps de calcul, pratiquement. Dans ces équations, il y a quelque chose qu'on doit reconnaître. Les SN, les petits S avec les indices N, sont les échantillons temporels. Rappelez-vous de taux. Taux, c'était la période d'échantillonnage. C'était l'inverse de cette fréquence d'échantillonnage. Donc les S indice N, ce sont les valeurs de votre signal EEG que vous avez obtenu à tous les taux secondes, à la fréquence d'échantillonnage. La flèche ici vous dit que dans cet algorithme de ces deux ingénieurs, vous avez la possibilité de calculer le grand SK par cette somme. Et que si vous connaissez les SK, l'équation qui est juste en dessous vous permet de retrouver les SN. Autrement dit, c'est un algorithme qui va dans une direction et qui peut revenir dans l'autre sens. Vous avez l'analyse et la synthèse. La synthèse, c'est de reconstruire les SN, les petits SN. L'analyse de Fourier, effectivement, c'est de calculer les grands SK. Je ne vais pas vous embarrasser avec ces équations, ça n'a aucun intérêt. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les petits SK, et j'ai oublié le chapeau ici, avec un chapeau, les modes de Fourier qui sont dans l'équation de Fourier qui est juste au-dessus, c'est ni plus ni moins que, effectivement, 1 sur, et là, bien sûr, il faut que je cache ça parce que je n'arrive pas à voir mon tableau, 1 sur n, pardon, grand SK. Donc, l'algorithme, c'est important de prononcer le mot ici, l'algorithme qu'il propose nous donne un accès aux petits S chapeaux qui sont en haut. Ici, le chapeau a été oublié. S chapeau de K, les échantillons spectraux. On a vu que le petit K ici, c'était justement les échantillons dont on vient juste de parler, qui viennent regarder les modes spectraux, les modes de fréquence qui sont discrets. Donc ces amplitudes, ces coefficients de Fourier complexes sont effectivement calculables par l'algorithme ici qui s'appelle la FFT. Et encore une fois, c'est un algorithme qui est là à notre service pour justement calculer la décomposition qui est en haut et qui nous permet de calculer les coefficients de Fourier de la somme qui est juste au-dessus. Un exemple, si je prends un signal dont la fréquence d'échantillonnage ici c'est 2000 Hz. On sait qu'en EEG, c'est rare qu'on aille jusqu'à 2000 Hz, mais pourquoi pas. La FFT, l'algorithme, vous donne ces fameux petits S chapeaux, et bien sûr, discret, d'une façon discrète. C'est pour ça que vous avez ici des barres verticales à chaque multiple de F0. Et F0 ici, eh bien, étant donné la durée de l'enregistrement, c'est 0,122 Hz. Donc, tous les 0,122 Hz, j'ai une valeur qui a été calculée. Il y a une amplitude et une phase. Et ce que je vous montre ici, et ce qu'on revoit généralement dans tous les articles d'analyse spectrale, eh bien, c'est seulement sur l'amplitude, qui est la valeur absolue du mode de Fourier, l'amplitude, la grandeur de ce coefficient, qui est indiqué ici par la hauteur de ces pics. Je vous rappelle que la hauteur vous donne l'information sur l'importance de l'oscillation à la fréquence à laquelle il a été attaché. Donc ici, par exemple, le mode de Fourier que j'ai choisi, qui était à la position 24, me donne par sa grandeur l'importance de cette oscillation à 24 fois F0, autrement dit 2,92 Hz. Donc vous avez ici l'inventaire de toutes les oscillations qui étaient présentes dans votre signal, encore une fois discrétisé parce que la durée est finie, et la hauteur vous donne l'inventaire de cet inventaire, vous donne la force, le poids de chacune des oscillations. On voit qu'il y a effectivement une modulation, donc il y a un contenu spectral dans ce signal, et bien sûr, à nous de décoder ce contenu spectral pour avoir l'information dont justement Van Kuen et Bragin nous disaient que c'était beaucoup plus évident, que les mécanismes sous-jacents étaient plus évidents dans la représentation qui est à droite plutôt que dans le signal temporel qui est à gauche. Vous avez aussi un algorithme qui part de la représentation spectrale et qui reconstruit bien sûr le signal temporel. C'est l'inverse de la FFT.
dont je n'ai pas besoin ici, parce que c'est essentiellement, ce que je vais vous montrer, c'est l'analyse spectrale, non pas la synthèse spectrale, mais après tout, remarquez bien que tout à l'heure, Nadia, tu nous as montré finalement la synthèse, c'est-à-dire étant donné une sélection particulière, par exemple ici, si je ne retiens que les modes entre 0 et 4 Hz, et que j'élimine tous les autres, je les mets vraiment à 0. Qu'est-ce que je vais mettre à 0? Je vais mettre l'amplitude, tout simplement. Et que je reconstruis par la formule de Fourier le signal résultant, eh bien, je vais trouver la composante dans le delta du signal temporel que j'ai à gauche. Alors, petite question ici, une petite note. Hein, la fréquence fondamentale ici, 0,122, ne correspond pas exactement à le 1 sur grand T. Ce n'est pas pour vous embêter, simplement pour signaler que dans l'analyse de Fourier, j'ai souvent besoin d'avoir un nombre d'échantillons temporels qui soit une puissance de 2. 32, 64, 128, 256, pour des raisons techniques algorithmiques. Et quand ce n'est pas le cas, l'algorithme ne vous le dit pas, mais ce qu'il va faire, il va mettre des zéros à droite à gauche pour approcher la longueur qui sera une puissance de 2 la plus proche. Donc ce zéro padding, comme on l'appelle, va justifier pourquoi la fréquence effective F0 donnée par mon algorithme peut être légèrement plus petite que la fréquence attendue qui serait sur la longueur du signal que vous avez devant vous, le 0,166, c'est vraiment 1 sur 6, alors que mon algorithme a mis des zéros à droite à gauche pour essayer de s'arranger avec les mathématiques qui nécessitent d'avoir une puissance de 2. Très bien. Alors, il est 11h45. Jean-Marc a une question. Est-ce que tu veux que je la pose maintenant? Bien sûr, oui, je ne regarde pas le chat, désolé. Vas-y. Mais c'est bon, c'est mon travail. Est-ce que cette amplitude de Fourier correspond à ce qu'on appelle la puissance spectrale dans d'une bande de fréquences donnée, une fréquence donnée? C'est une excellente question, mais on n'y est pas encore, mais c'est relié, c'est sûr. Je peux tout de suite vous dire que la puissance spectrale, ça va être de l'élever au carré. Mais la route n'est pas aussi directe que ça. Mais la puissance spectrale, ce sera d'élever en carré. Entre parenthèses, cette amplitude, si on revient, j'ai comme ça, je vais pouvoir démystifier les choses, l'amplitude de ce que je vous ai montré, c'est l'amplitude de ce S majuscule, la SK, ici, hein, ce mode de Fourier. Donc l'amplitude de cette quantité, si vous regardez cette somme, encore une fois, je ne veux pas vous embarrasser avec la somme, mais vous remarquerez que les unités, puisqu'on en a parlé, mais ce sera beaucoup plus clair dans quelques diapositives, les unités, si j'en fais l'inventaire, il y a le signal Sn, petit sn, ça c'est vraiment des volts. Donc dans la somme que je vois ici, je suis en train de sommer plusieurs termes. Chacun de ces termes, c'est des volts, fois cette fameuse exponentielle avec une phase. L'exponentielle d'une phase, ça n'a pas d'unité. Donc c'est la raison pour laquelle l'amplitude que je vous montre ici, ça a les unités de volts. Si je l'élève au carré, ce sera des volts carrés. Bien sûr, si vous êtes travaillé en microvolts, ça va être des microvolts carrés, etc. Donc voilà l'origine de l'unité dont on parlait tout à l'heure. Ça marche? Parfait. Donc la puissance spectrale, ça va venir plus tard, mais c'est l'amplitude effectivement au carré. Puis vous allez voir pourquoi, effectivement, on parle plus de l'amplitude au carré que de l'amplitude elle-même. Parce qu'après tout, de parler de son carré ou d'elle-même, ça ne devrait pas vraiment nous encombrer. Mais il y a une raison bien particulière pour laquelle c'est effectivement son carré qui va être intéressant. C'est beau? Ok, je vais partager mon écran d'une façon un peu différente. Je vais la partager simplement pour reprendre son souffle, en tout cas le mien, avec une fenêtre MATLAB. Est-ce que vous voyez ma fenêtre? Ah, en fait, ce n'est pas vraiment ça que je vais faire. Excusez-moi. J'imagine que vous voyez ma fenêtre MATLAB en ce moment. Nadia? Oui, on voit ta fenêtre MATLAB. Est-ce qu'il y a une autre question dans le chat? Est-ce que tu veux que je te la pose avant que tu fasses la simulation? Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui s'en vient. Vas-y. En termes concrets, donc ça veut dire, c'est pas un mathématicien qui te pose la question. L'amplitude de Fourier correspond, elle, à l'amplitude que l'on peut mesurer directement sur la fenêtre de G. Sinon, quelle est la relation entre les deux?
Donc, autrement dit, la question c'est, quelle est la relation entre l'amplitude des barres verticales que je vous ai montré tout à l'heure dans le graphe de droite et l'amplitude du signal lui-même que je vois sur mon écran du décours temporel? Je sais pas. Oui, exact. Okay. C'est une question compliquée parce que faut vraiment comprendre que entre le signal temporel et le signal et l'information spectrale, il y a vraiment, c'est une question de la représentation de l'information. C'est ça que j'ai envie de dire. Ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est que le signal temporel a été décomposé. Donc c'est sûr que toutes les oscillations à toutes les fréquences possibles, avec les amplitudes de ces oscillations, toutes ces oscillations se combinent pour vous donner le signal temporel que vous avez au départ. Donc, c'est pas vrai. Je ne pourrais pas dire que c'est l'amplitude des modes de Fourier. Si je fais la somme des amplitudes des barres verticales, je vais trouver la somme ou je vais trouver l'amplitude de mon signal temporel. Non, parce que toutes ces oscillations se combinent à des fréquences différentes. Donc, c'est vraiment la combinaison de toutes ces oscillations. Les opticiens appellent ça des interférences, entre parenthèses. La somme, l'interférence de toutes ces oscillations qui va vous donner un signal résultant. Par exemple, je peux bien sûr faire une oscillation à 1 Hz et je peux lui additionner une autre oscillation à 1,01 Hz. Ça oscille pas vraiment à une fréquence bien différente, on s'entend. Mais imaginez que, mettez devant vous ces deux oscillations et retournez l'une d'entre elles. Autrement dit, ce qu'on appelle un déphasage de pi sur 2. Je déphase complètement, ce qui était positif, je la mets négative, etc. Donc là, retourne. Et maintenant, je les somme. Vous remarquerez que dans les deux situations, l'amplitude de l'une et l'amplitude de l'autre étaient pratiquement la même, ça, il n'y a pas de problème, sauf qu'il y en a une où j'ai mis un poids positif et l'autre un poids négatif. Et si vous les sommez, même si la fréquence est légèrement différente, probablement que l'interférence va vous donner quelque chose de très proche de zéro, parce que quand il y en a une qui fait un maximum, l'autre fait un minimum. Qui a la beau être à une fréquence un peu différente, probablement que l'interférence va vous donner quelque chose d'extrêmement proche de zéro. Maintenant, si les amplitudes de ces deux oscillations sont de même grandeur, plus 1 et plus 1 par exemple, et que je les additionne, on sera tous d'accord pour dire qu'elles vont interférer d'une façon constructive, ça c'est pour prendre le vocabulaire des opticiens, et vont vous donner des oscillations de grande amplitude, la résultante. Donc on voit bien que l'amplitude, la grandeur, l'amplitude des oscillations a peu à voir avec l'amplitude du signal, parce que l'amplitude du signal, c'est la résultante de l'interférence de toutes ces oscillations. Donc, j'ai envie de... La dernière réponse que je peux donner, s'il y avait une relation triviale entre les amplitudes de Fourier et l'amplitude du signal temporel, probablement qu'on ne parlerait pas de l'analyse spectrale, parce qu'après tout, rappelez-vous que cette analyse spectrale doit révéler des choses qui ne sont pas évidentes dans le signal temporel. Donc c'est pour ça que les amplitudes de Fourier vous révèlent de l'information encodée ou cachée dans le signal temporel, et c'est l'interférence de toutes ces sommes, dans cette somme de toutes les oscillations que vous cumulez avec les poids relatifs qui vous reconstruisent le signal temporel. J'espère avoir bien répondu. Mais la démo que je vais faire maintenant devrait continuer de répondre à la question en fait. Donc ce que vous voyez ici, c'est une oscillation. Est-ce que vous voyez la figure? Non, on ne voit pas la figure. Non. Ça, c'est dommage. Je suis le seul à en profiter, ce qui est dommage. C'est dans le partage d'écran. J'aimerais bien partager tout mon écran, mais je n'arrive pas à le partager complètement. Je pense que la fonctionnalité de partager tout le bureau a été enlevée dans Zoom. Ah, c'est pas sympa ça. Pour éviter des erreurs graves. Ah, d'accord. Je vois le genre de truc. Ok, alors attendez, je vais essayer, je ne sais pas comment faire. Ça, c'est dommage quand même. Quelqu'un qui parle de décomposer les couleurs.
C'est absolument ça. L'analyse Fourier, c'est le disque de Pink Floyd, le prisme, et on voit la lumière qui se décompose. Et pour les plus jeunes, probablement ça ne dit rien, mais pour Roger et Nadia, peut-être Nadia aussi, hein, ça dit quelque chose. Très bien. Je vais essayer de retrouver quelque chose pour vous faire... Alors, désolé, parce que là, Ok, je vais faire un truc. Très bien, je vais partager différemment. Clairement, j'aurai besoin de la semaine prochaine pour terminer, mais je vais essayer au moins de... J'imagine que vous voyez une figure? Oui, là, on voit la figure. Super. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une ligne droite. Ce que vous allez voir défiler, ça va être justement la somme d'oscillations. En fait, les oscillations que je vais sommer, elles proviennent de l'analyse spectrale d'un signal. Donc, je vais prendre chacune des oscillations à la fréquence de mon analyse spectrale et je vais les pondérer, bien sûr, avec le poids de Fourier. Et ce que vous allez voir maintenant, ça va être la somme de toutes ces oscillations. La première, toute seule, ici. En gris, vous voyez la deuxième. Et en bleu, c'est l'accumulation, c'est la somme. Donc, vous voyez que la complexité du signal qui se reconstruit fait justement, utilise, et là vous voyez que c'est de plus en plus petit, les modes spectraux sont de plus en plus faibles en intensité, mais leur rôle est important. Regardez tout de suite, j'ai des hautes fréquences qui sont en train de naître. Donc ça, c'est la reconstruction progressive du signal en faisant cette somme des amplitudes. Et vous remarquerez que l'amplitude des oscillations que vous avez vues contribuait au signal temporel que vous avez reconstruit. Là, vous avez le signal initial à partir duquel j'ai fait l'analyse de Fourier. Le signal bleu que vous avez vu se reconstruire à gauche faisait justement la somme progressive des fréquences les plus basses vers les fréquences. Là, j'ai pris les 200 premiers modes, je me suis arrêté. Et vous remarquerez d'ailleurs que je vois bien que je me suis arrêté parce que je vois bien qu'il y a des fréquences, des oscillations de fréquences assez hautes ici, qui ne sont pas reproduites dans ma reconstruction. Donc c'est exactement cette sélection de fréquences dont on parlait et que Nadia parlait au tout début. Je peux effectivement reconstruire un signal en sélectionnant certaines fréquences et en oubliant d'autres. Évidemment, la sélection que j'ai faite ici est très simple. J'ai pris les 200 premiers modes de Fourier, du plus petit au plus grand 200e, en hypothéquant complètement ceux qui suivaient. Et c'est pour ça que je ne reconstruis pas les hautes fréquences dans le signal. Donc, David, la semaine prochaine, va mettre ça d'une façon beaucoup plus intelligente pour parler du filtrage. D'une certaine façon, ce que j'ai fait ici, c'est un filtre passe-bas. J'ai laissé passer les basses fréquences et j'ai hypothéqué les hautes fréquences. Voilà, d'une façon très arbitraire, en arrêtant à la 200e fréquence et tout le reste, je l'ai retiré. On va faire des filtres beaucoup plus sophistiqués que ce que je vous présente ici. Jean-Marc, je pense que tu vas pouvoir le refaire, la simulation, parce que c'est très cool. Puis on a besoin, peut-être que tu peux la refaire rouler une fois. Je suis sûre que il y a un intérêt pour ça, puis il nous reste 2 minutes. Puis il y a aussi la question, quelle est la signification des axes des X et des Y? Donc, si tu veux nous la représenter. Puis par rapport à la question que tu avais eue, par rapport à l'amplitude du signal et l'amplitude que tu mesures pour chacune de tes fréquences, on voyait que les fréquences que tu as mises pour construire ton signal EEG, il n'y en avait aucune qui était aussi ample que le signal EEG final. Donc, c'est vraiment l'addition des plusieurs fréquences qui nous a permis d'avoir une grande onde lente dans ton signal EEG. Absolument. C'est l'addition, encore une fois, c'est l'interférence, l'accumulation de toutes ces oscillations qui vous donne le signal. J'ai absolument pas triché, hein. J'ai pris vraiment les composantes, j'ai pris leurs amplitudes. Remarquez, alors je vais le refaire, vous le voyez ici, ouais, c'est ça. Donc je vais le faire rouler. Donc vous avez votre première oscillation, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, je vais le faire rouler. Ah, parce que je ne prends pas le bon clavier, bien sûr. Première oscillation. Et c'est vraiment la somme, l'addition, vous voyez, ça commence à augmenter de tout ce qui est en gris. Et même si l'amplitude est petite, les additions vous donnent le signal résultant qui est en bleu ici.
Et ce n'est pas parce que le signal est de très petite amplitude qu'il vous ne crée pas des oscillations, justement. C'est l'interférence, c'est l'accumulation. Hein. Ce qui est hyper important ici, puis je n'aurai pas le temps de vous le montrer aujourd'hui, c'est dommage, mais ça commencera bien le cours prochain, c'est la synchronisation ou la cohérence de ces oscillations. Ce que je vous montrerai la prochaine fois, je vais commencer avec ça, c'est exactement le même exercice, mais en changeant aléatoirement les phases. En gardant les amplitudes, je ferai exactement le même algorithme, mais si j'altère les phases d'une façon complètement aléatoire, vous allez vous apercevoir que je reconstruis quelque chose de bien différent. Autrement dit, les phases ici jouent un rôle considérable, parce que ce sont les phases justement qui, dans l'accumulation de ces oscillations que vous avez vu défiler en gris ici, dans cette accumulation, dans cette somme, c'est la phase qui a joué un rôle pour rendre ces oscillations synchrones les unes par rapport aux autres, et vous créez par exemple, dans cette sommation, les oscillations rapides qui se trouvent ici et pas ailleurs. Donc l'amplitude va donner le poids, l'importance, la phase va vous dire où cette importance doit s'accumuler pour vous donner des transitoires comme celui que vous voyez ici. Il y a une question dans le chat. Oui, c'est sur un seul canal G. Donc, ce qu'on voit ici, ce serait par exemple CZ. Exactement. Désolé. Pendant 6 secondes, puis on voit probablement une onde lente dans le milieu, la grande onde qu'on voit, avec peut-être même un fuseau. Exactement. Oui, j'ai oublié de répondre sur l'histoire des axes. Donc, les axes ici, c'est le temps. Bien sûr, derrière, il y a eu l'analyse de Fourier de ce signal. J'ai collecté tous les modes de Fourier, le cosinus de la phase à la fréquence de toutes les fréquences qui étaient devant moi, les amplitudes, les coefficients d'amplitude, ce qui sont essentiels, bien sûr, qui pondèrent chacune de ces harmoniques que j'ai dessinées ici en gris, que vous avez vu défiler. Et bien sûr, comme je suis parti des fréquences les plus basses aux fréquences les plus élevées, vous avez vu que les oscillations étaient de plus en plus rapides, évidemment. Elles oscillaient à la fréquence des modes que j'étais en train d'additionner. Verticalement, ça pourrait être des microvolts, des volts, je ne me rappelle plus exactement l'unité. J'ai bien sûr mis des unités de la façon que j'allais pouvoir le voir sur des axes sans trop de chiffres. Mais c'est effectivement 6 secondes d'un signal sur une électrode, CZ ici, analysée et reconstruite fréquence par fréquence. Et l'accumulation, je vous ai montré l'accumulation de ces modes de Fourier à concurrence des 200 premiers modes. À chaque itération, j'ai additionné effectivement dans cette somme les modes de Fourier. Ici, il y a une confusion par rapport au temps, parce que ça va de -3 à 3. C'est juste parce que je pense que l'onde lente, au moment où elle traverse l'axe des X, ça correspond au temps 0. Tout à fait, excusez-moi, le temps ici, le marqueur a été mis là où il y avait l'onde lente, effectivement. Mais ça aurait pu être de 0 à 6 secondes. Absolument. Le temps, la valeur du temps lui-même n'a pas d'importance. Remarquez bien que dans l'algorithme de Fourier, ce qui compte, c'est les échantillons. Ce n'est pas vraiment la valeur du temps lui-même. C'est les échantillons, la valeur des échantillons en volts. Le temps, la seule notion, les seules informations temporelles dont j'ai besoin, c'est la fréquence d'échantillonnage, évidemment, parce que ça me dit jusqu'où mon spectre va aller. Et la durée, le fameux 6 secondes que vous voyez ici, la durée qui va me donner la résolution spectrale. Autrement dit, chaque fréquence, chaque mode que j'additionne ici, eh bien, les fréquences que j'allais chercher, c'était des multiples de cette fréquence fondamentale qui est, encore une fois, l'inverse de 6 secondes, 1 sur 6, c'est-à-dire 0,166. Ta figure est super intéressante, puis une question dans le chat, mais je vais juste redire, on a bien vu que pour construire l'onde lente, ça nous prend une activité lente. Donc, on a vu que tes premiers modes, on pourrait dire c'est peut-être de l'activité delta, ont permis de construire une partie de l'onde, mais ce n'est pas suffisant. Ça prenait autre chose, puis ça prenait d'autres activités qui survenaient en même temps, donc pour construire ça. Et là, il y a une question en lien avec ça. Donc, on pourrait filtrer le bruit, les artefacts, avec une FFT pour analyser l'onde lente en tant que telle. Donc là, on devance sur nos cours, là, mais je ne sais pas si tu veux commenter sur... Oh non, c'est sûr que tous les filtres qu'on met au point pour retirer les artefacts ou exhiber quelque chose de particulier, c'est là où Fourier nous rend service, parce que pour beaucoup de ces quantités ou de ces manifestations
sporadiques et qu'on n'a pas envie d'avoir dans nos signaux, ils ont une caractéristique spectrale, justement, une oscillation particulière. Pas forcément une fréquence, mais peut-être un domaine de fréquence. Prenons l'artefact le plus commun, malheureusement, même si on essaye de ne pas l'avoir. Mais après tout, Hydro-Québec, 60 Hz. Autrement dit, spectralement, voilà une signature très précise. J'ai quelque chose qui va osciller à 60 Hz dans mon signal. C'est sûr que si je fais l'analyse spectrale d'un signal où Hydro-Québec est intervenu d'une façon dominante, je vais avoir un pic à 60 Hz. Et donc, la façon la plus facile de le retirer, ce pic, c'est de l'éliminer, de lui mettre un poids nul et de reconstruire le signal en éliminant justement cette contribution. Et là, on aura débruité, ça c'est vraiment le bruit le plus simple à enlever, bien sûr, parce qu'il est persistant dans tout l'enregistrement en général. Et la façon la plus simple, c'est de le mettre à zéro et de le reconstruire. Donc, toutes les stratégies de filtrage qu'on peut rencontrer reposent sur Fourier. Évidemment. Tout le filtrage, toute la détection des oscillations, les ondes lentes, les fuseaux. C'est pour ça que je disais que c'est comme notre béchamel en cuisine, donc l'analyse spectrale. Donc, les questions qu'on a eues dans le chat, ça permet de clore ce premier cours-là sur l'analyse spectrale. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez toujours les poser. On va rester jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de questions. Mais sinon, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour cette présentation. On va suivre avec intérêt la suite. Merci de votre présence. Je sais pas, est-ce que je vais regarder le nombre, hein, 54? Oh, Non, mais il y en a, on était 45 à la fin de l'heure. Mais la prochaine fois, je mets la recette de béchamel au début. À très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.